Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir au sein du Conseil national des barreaux aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de la Commission protection sociale du Conseil national des barreaux, co-présidé avec Kathleen Modin. Je vous rappelle que le premier avait été sur la protection sociale des avocats, c'est quoi? Aujourd'hui, notre thème, quelle retraite pour les avocats? Et nous entoure aujourd'hui, d'une part, le président de la Caisse nationale des barreaux français, de la CNBF, Monsieur Bruno Zillig, et qui nous fera une présentation de la Caisse. Vincent Morel, membre du Conseil national des barreaux et de la commission ad hoc protection sociale, mais aussi qui est vice-président de la CNBF, qui vous parlera plus particulièrement des points de vigilance. Monsieur Gilles Notte, directeur de la CNBF, qui nous dira tout ce qu'il faut savoir sur les cotisations pour comprendre les retraites. Jérôme Bourgeois nous abordera tous les aspects techniques et nous donnera des exemples extrêmement concrets, puisque l'objet de ce webinaire est de vous informer très complètement sur notre régime de retraite. Alors, je vous avoue que lorsque nous avons, avec Kathleen Modin, prévu ce travail, ce webinaire avec tous les membres de la commission protection sociale, et Christophe Petiti était alors président de la CNBF, nous n'imaginions pas être en plein cœur de l'actualité, puisque au moment où nous nous parlons, la commission mixte paritaire est en réunion après le vote au Sénat du projet de loi sur la réforme des retraites. Notre profession, pour mémoire, s'est battue en 2019, notre profession unie s'est battue en 2019 et en 2020 pour la sauvegarde de notre régime autonome et non régime spécial, et pour la sauvegarde de notre caisse de retraite. Nous y sommes parvenus, nous pouvons le dire aujourd'hui, puisque ce projet de loi ne remet pas en cause le régime autonome de retraite des avocats qui est préservé, et la réforme ne touche pas au régime de base et au régime complémentaire de notre retraite. Donc notre thème aujourd'hui n'est pas la réforme des retraites, mais néanmoins vous imaginez bien qu'au cœur de l'actualité, bien évidemment, nous aborderons les différents points qu'on ne peut se dispenser d'aborder. Donc nous avons clairement, avec Kathleen Modin, prévu de vous parler déjà des points sur lesquels, puisque c'est une vigilance de tous les instants du Conseil national des barreaux et de la CNBF par rapport aux sujets qui sont abordés, aux différents points de ce projet de loi sur la réforme des retraites. Sachez d'ailleurs que d'ores et déjà, nous avons obtenu, via un amendement qui a été déposé au Sénat, que soit écarté l'article 1 bis nouveau, mais d'ailleurs ça a été à une très large majorité, qui prévoyait que dans un délai d'1 an, à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les paramètres de la réforme prévue dans la présente loi. Donc, grâce à la mobilisation de tous les élus du Conseil national des barreaux, du service affaires publiques, et je remercie à cette occasion Anne-Charlotte Varin, Nicolas Corato et Jacques-Édouard Briand sur leur mobilisation, ainsi que tous les membres élus de la commission protection sociale, nous avons obtenu que ceci soit écarté. C'était important. Il y avait également une disposition concernant les 10%, la majorisation de 10% de la pension de retraite pour 3 enfants ou plus, dont va vous parler Kathleen Modin. Alors oui, bonjour à tous et merci déjà d'être présents et d'être là. Effectivement, l'actualité fait qu'on est un petit peu obligé de vous dire ce qu'il en est. Il y avait un point sur la réforme qui était effectivement cette majoration de 10%. Alors cette majoration de 10%, les avocats n'étaient pas du tout prévus dans ce dispositif. Et un amendement a été déposé effectivement sur l'action du CNB pour inclure notamment les avocats dans ce dispositif. Quel est l'intérêt pour nous? C'est que, je vous rappelle, nous cotisons
eh bien, au régime d'allocation familiale. Et jusqu'à présent, nous ne bénéficions pas de cette disposition qui pourtant était financée justement par la branche famille. Eh bien, aujourd'hui, cette demande a été faite, a été votée dans le cadre du vote qui est intervenu samedi au Sénat. Et donc, le projet tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, contient cette possibilité de majoration de 10% de la retraite dès lors qu'on a au moins 3 enfants. Donc, c'est quand même eh bien, un dispositif qui va aller en favorisant et en améliorant la pension servie par les avocats. Et effectivement, je passe la parole à Vincent Morel pour peut-être tranquilliser, puisqu'on a vu que certains étaient assez inquiets de cette disposition et des conséquences que cela pouvait aller avoir. Oui, complètement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il faut évacuer une crainte qui est celle de cette demande qui a été effectuée par rapport à cette majoration de 10% au profit des avocats ne vient pas du tout contredire le positionnement de la profession constant depuis quelques années maintenant par rapport à son refus de tout régime universel qui signifierait la fin de l'autonomie de notre caisse. Nous sommes sur 2 sujets complètement différents. Le régime universel implique une disparition totale de notre régime avec des conséquences sur les réserves. Là, on est juste sur la réparation de ce que finalement on peut qualifier d'une injustice, dans la mesure où, comme tu l'as rappelé, Kathleen, les affiliés au régime général cotisent aux allocations familiales et à ce titre bénéficient de cette majoration qui est financée par la Caisse nationale des allocations familiales. Les avocats cotisent aux allocations familiales mais n'en bénéficient pas. D'où cette réparation qui a été demandée et obtenue par le CNB. Donc, on croise les doigts pour que ce soit maintenu, mais n'ayez aucune crainte, ça ne change rien du tout par rapport à notre position concernant notre refus de tout régime universel. Et puis, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, pour vous rappeler peut-être quelques règles de la manière dont va fonctionner notre webinaire, vous l'avez vu pour ceux qui sont en visio, il y a donc un chat qui est ouvert et n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles nous pourrons répondre tout au long des interventions. L'idée, bien évidemment, étant que nous répondrons au fur et à mesure de l'avancée du webinaire en fonction des thèmes abordés. En revanche, de points d'observation, nous ne pourrons pas traiter les situations individuelles de chacun d'entre vous, bien évidemment. Et là, je vous invite à prendre contact directement avec la CNBF si vous avez des situations particulières à leur soumettre. Et puis, s'agissant peut-être de vos interrogations, puisque l'actualité le veut, et c'est normal, vos interrogations sur la réforme, nous vous proposons d'aborder ça en fin de webinaire, puisque nous allons eh bien retracer un certain nombre et peut-être déjà répondre à un certain nombre de vos questions. Et donc, on pourra avoir un temps d'échange sur ces derniers points en fin d'intervention, si cela vous convient. Alors, je donne tout de suite la parole à Bruno Zillick parce que notre retraite, tout savoir sur la retraite, bah, tout simplement, Monsieur le Président de la Caisse nationale des barreaux français, pouvez-vous nous présenter la Caisse et les grandes lignes de notre régime? Oui, merci Madame la Présidente. Donc, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, je remercie la Présidente du Conseil national des barreaux et sa commission de la protection sociale de nous avoir invités à vous rencontrer par le biais de ce webinaire. Vous allez pouvoir bénéficier d'explications très techniques, très complètes et très compréhensibles, car ils sont très pédagogues de la part de Monsieur Notte, qui est notre directeur de la Caisse, qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Pour information, avant d'être le directeur général de notre caisse, il en a été le directeur juridique et il en connaît tous les aspects. Et Monsieur Bourgeois, qui, après avoir assumé pendant des années le service de liquidation des retraites, a pris les fonctions de directeur opérationnel, c'est-à-dire en fait a pris en charge tout ce qui concerne les services que la caisse rend aux confrères. Donc quelques rappels généraux, même si vous les connaissez déjà. Notre caisse est une caisse monoprofessionnelle, ce qui signifie qu'elle ne s'adresse qu'à des avocats. Tous les cotisants, tous les bénéficiaires de prestations sont des avocats, mais aussi et surtout tous ceux qui, pour vous, assurent la direction, la gestion et le contrôle de cette caisse sont également des avocats.
vous élisez tous les 6 ans dans les ressorts de vos cours d'appel des délégués. Ces délégués constituent une assemblée générale qui va élire un conseil d'administration. Ce conseil d'administration va élire un bureau et va élire un président de la caisse dont le mandat est de 2 ans, comme le mandat des bâtonniers. Et l'ensemble de ces confrères vont faire fonctionner la caisse à votre profit, ce qui signifie notamment que lorsque vous avez des situations particulières, lorsque vous rencontrez des difficultés, vous ne voyez pas votre dossier traité par des fonctionnaires, comme ça peut être le cas dans d'autres régimes. Ce sont des confrères qui servent les confrères et évidemment, la mentalité, si je puis dire, est totalement différente puisque c'est la confraternité qui va en tout point guider les actions des différentes commissions qui vont prendre des décisions. Alors ces commissions, je ne vais pas toutes vous les citer, mais sachez simplement que vos élus, en fait, vont couvrir tous les aspects de la vie d'une caisse de sécurité sociale, assurer la pérennité du régime par une commission de pilotage qui va, au fur et à mesure, prendre en compte notamment les évolutions démographiques, les évolutions des marchés financiers, puisque nous sommes amenés à placer les réserves que la Caisse constitue dans l'intérêt des futurs retraités et va adapter les cotisations ou les services qui sont assurés de manière à faire en sorte que tout avocat qui entre dans la profession soit assuré qu'au terme de sa carrière, en contrepartie des cotisations versées, il va effectivement bénéficier de prestations. Il y a par ailleurs une commission de l'aide sociale qui va pour chacun examiner les situations particulières et pouvoir verser des prestations de secours, le président lui-même pouvant, dans des situations d'urgence, accorder très rapidement dans la semaine un concours limité à un confrère qui rencontrerait de grandes difficultés. Donc tous ces aspects, sans rentrer dans les détails, chaque fois, sachez que les décisions sont prises par des confrères qui, bien entendu, se comportent comme des avocats qui sont au service d'autres avocats. Alors notre caisse a la particularité d'être monoprofessionnelle, elle a une autre particularité qui est qu'en fait, elle gère 4 régimes. Elle gère notre régime de retraite de base, un régime de retraite complémentaire, un régime d'aide sociale, j'en parlais un instant en évoquant la commission, et enfin, elle gère également un régime de prévoyance en prenant en charge les situations d'invalidité ou de décès qui peuvent frapper nos confrères et indirectement leurs familles. Donc, vous connaissez l'architecture du régime et M. Notte reviendra en détail sur les cotisations. Ce que je voudrais simplement repréciser, c'est que nous avons donc un régime de retraite de base qui obéit à des règles de financement un petit peu particulières. Pourquoi? Parce que le financement de ce régime de retraite de base repose en fait sur 3 sources de financement. La première source de financement, c'est une cotisation forfaitaire qui est égalitaire pour tous les confrères, mais qui connaît une décote au cours des premières années de barreau, c'est-à-dire que la cotisation n'est versée à taux plein qu'à partir de 6 années de barreau, ce qui est une manifestation de la solidarité de la profession vis-à-vis des jeunes qui viennent de la rejoindre. Ils peuvent, au cours des premières années, acquérir les mêmes droits à la retraite que leurs confrères, mais avec une cotisation de base qui est minorée. Cette cotisation de base, elle est à la main de l'Assemblée générale de la CNBF. C'est nous-mêmes qui décidons quel est le montant de cette cotisation. Deuxième source de financement du régime de base, c'est une cotisation proportionnelle aux revenus qui va, celle-ci, ne pas être à la main de l'Assemblée générale. Nous pouvons demander une modification des taux de cotisation, mais ce n'est pas nous qui pouvons prendre la décision, c'est notre organisme de tutelle. Il faut un texte réglementaire pour que ce taux de cotisation évolue. Et enfin, un dernier aspect sur lequel nous insistons toujours beaucoup parce qu'il ne faut absolument pas le négliger, la troisième source de financement de notre régime de base, c'est le droit de plaidoirie. Et pour ceux qui ne plaident pas, ou en tout cas ont une activité de plaidoirie moins importante que leur activité de conseil, sa contrepartie qui est la contribution équivalente. Donc ce droit de plaidoirie, vous savez qu'il s'élève à un montant de 13 € qui est fixé par le Code de la sécurité sociale, que nous sommes censés réclamer
y compris lorsque les clients sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, chaque fois que notre intervention aboutit à une décision. C'est donc une contribution à notre régime de retraite qui est à la charge de notre clientèle et qui est une contrepartie du fait que nous participons par notre activité au fonctionnement du service public de la justice. Donc ce droit de plaidoirie, il ne faut pas négliger de le percevoir sur les clients et bien entendu dans un second temps de le déclarer et de le verser à la caisse parce que le droit de plaidoirie et la contribution équivalente entrent pour un tiers dans le financement de notre régime de base. Et ceux qui ont une activité plaidante, mais qui ne refactureraient pas à leurs clients le droit de plaidoirie, doivent avoir conscience que par le biais de la contribution équivalente, en fait, ils paieront l'équivalent du droit de plaidoirie sur leur honoraire, alors que le droit de plaidoirie est conçu comme devant s'ajouter à l'honoraire et être à la charge du client en vertu d'une disposition du Code de la sécurité sociale et pas du tout en fonction de votre décision en ce qui concerne le montant de votre facturation. Donc, retraite de base. Cette retraite de base ainsi financée a la particularité d'être là aussi une manifestation de la solidarité de la profession parce que la retraite de base est identique pour tous les avocats à durée de cotisation égale. Autrement dit, quel que soit le revenu d'un avocat, la retraite de base va être la même que pour le confrère qui a la même ancienneté, peu importe le revenu respectif de l'un et de l'autre. C'est important, ça permet notamment de soutenir ceux qui, au sein du barreau, ont une activité moins rémunératrice, ceux qui se dévouent aux missions d'aide juridictionnelle, ceux qui font du pro bono parce qu'ils ont une population très difficile dans leur secteur et en conséquence, nous permettons que le barreau, je dirais, de la vie de tous les jours des plus modestes puisse vivre décemment à la retraite parce que la profession, par solidarité, assure un financement d'une retraite de base correcte. Cette retraite de base, elle est d'un montant d'un peu plus de 18 000 euros bruts par an. J'ai souvent la réflexion parmi les plus jeunes, notamment, que cette retraite de base, mais finalement, n'est pas très importante. Il faut simplement avoir conscience qu'elle représente à peu près le double de ce que peuvent obtenir les professionnels libéraux dans les autres régimes. Donc, c'est une retraite qui est décente, qui permet de vivre, qui assure l'égalité, qui assure le soutien des confrères les moins riches, si je puis dire. Et donc, c'est un élément auquel nous sommes très attachés et qui avait été d'ailleurs, Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, un des points sur lesquels nous nous étions fortement accrochés lorsque le régime universel était annoncé. À côté de cette retraite de base, nous avons un régime de retraite complémentaire en gestion. Alors, ce régime de retraite complémentaire, je le dis pour ceux qui ont déjà un certain nombre d'années de barreau derrière eux, vous l'avez vu évoluer. Vous l'avez vu évoluer, pourquoi? Parce que notre retraite complémentaire a une particularité, c'est que les cotisations que nous versons à ce titre sont intégralement déductibles de notre bénéfice imposable. Quand je dis intégralement déductible, tout le monde va se dire oui, mais si je prends une assurance, une mutuelle, c'est également déductible en vertu des dispositions de la loi Madelin. La loi Madelin, certes, va vous permettre de défiscaliser une partie de votre revenu imposable en versant des cotisations de retraite complémentaire ou en versant des cotisations de mutuelle. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce dispositif vise uniquement une défiscalisation et qu'en conséquence, les sommes que vous avez versées au titre d'une retraite complémentaire dans le cadre de la loi Madelin sont réintégrées dans votre revenu en ce qui concerne le calcul de vos cotisations. Cotisations URSSAF et bien entendu cotisations à la Caisse nationale des barreaux français. Alors que les cotisations que vous versez pour la retraite complémentaire à la CNBF sont intégralement déductibles à la fois sur le plan fiscal et sur le plan de l'assiette de vos cotisations sociales pour l'exercice suivant. Donc ce régime qui est extrêmement favorable était remis en cause il y a quelques années par le gouvernement à l'initiative de Bercy et donc nous l'avons sauvé comment? Eh bien en rendant ce régime de retraite complémentaire obligatoire,
ce qui fait que vous avez vu petit à petit le nombre des tranches dans lesquelles vous pouviez cotiser se réduire, et dans quelques années, bientôt maintenant, nous aurons un taux de cotisation de retraite unique. Ce système a permis, ce qui était une revendication du jeune barreau, que dès la première année de barreau, les confrères puissent cotiser à une retraite complémentaire et acquérir des droits. Alors qu'avant, on ne cotisait qu'au-delà d'un revenu d'un peu plus de 40 000 euros, et les jeunes disaient, bah oui, mais les 2, 3, 4, parfois 5 premières années de barreau, au-delà pour certains, on ne peut pas se constituer une retraite complémentaire parce que nous n'atteignons pas le plancher de revenus qui déclenche la possibilité de cotiser. Donc maintenant, chacun cotise et chacun va se constituer des droits à une retraite complémentaire dès la première année d'exercice professionnel. C'est important. Donc cette retraite complémentaire, elle est évidemment à la main de l'Assemblée générale qui va fixer chaque année le montant des cotisations et le taux des cotisations et qui va fixer chaque année le taux de service, le montant de la retraite qui sera versé aux confrères. C'est un régime qui est équilibré, c'est un régime, Monsieur Notte vous en parlera mieux, qui est pérenne. Nous veillons, je parlais du pilotage, à ce que les cotisations que vous versez vous donnent en fin de carrière des droits. Donc c'est un régime de retraite complémentaire qui est particulièrement avantageux. Il est important de le dire, d'autant plus qu'il est devenu obligatoire, mais il est véritablement avantageux. Deux autres régimes sont gérés par la Caisse nationale des barreaux français et c'est une de ses originalités. D'abord, l'invalidité d'essai. Donc, si vous rencontrez des problèmes de santé au cours de votre carrière et êtes amené à suspendre votre activité professionnelle, la Caisse nationale des barreaux français va vous prendre en charge à partir du 91e jour d'arrêt et va vous verser des indemnités journalières. Ces indemnités journalières ont été fortement revalorisées puisque nous les avons fait passer l'an dernier de 61 à 90 euros par jour, ce qui permet pour la population la plus large d'avoir un revenu correct en période de difficultés de santé, de difficultés personnelles. Si, après une période de maladie, vous vous trouvez en invalidité, c'est également la CNBF qui va vous prendre en charge au titre de l'invalidité et qui va assurer, là encore, aux confrères un revenu qui va permettre de faire face à cette situation douloureuse, revenu que nous avons là aussi amélioré et que nous avons notamment amélioré en prenant pour la première fois en compte depuis l'année dernière la notion de dépendance, c'est-à-dire que les confrères qui sont invalides mais qui en outre ont besoin d'une assistance permanente ont vu leur pension revalorisée d'un taux de 10% par rapport à ceux qui sont invalides mais n'ont pas ce besoin d'une aide permanente pour la vie quotidienne. Dernier point particulier à notre régime, nous gérons également un régime d'aide sociale. Donc ce régime d'aide sociale, il a été mis en œuvre, et je pense que nombre d'entre vous l'ont vu, lorsque la crise sanitaire est survenue, nous avons débloqué 23 millions, 25 millions d'euros, je ne veux pas me tromper sur les chiffres, pour verser aux confrères dont les revenus l'année précédente avaient été les plus faibles, qui sont généralement les avocats de robe et qui sont donc les avocats dont l'activité a été la plus directement impactée par la crise sanitaire et la suspension de l'activité des juridictions qui en a été la conséquence. Mais au quotidien, cette aide sociale permet de verser une aide à tout confrère qui va rencontrer des difficultés, soit professionnelles, momentanément son cabinet rencontre de gros problèmes parce qu'il a perdu un client qui était peut-être pas le client exclusif, mais le plus gros client de son cabinet, parce qu'il a des problèmes familiaux qui l'ont amené provisoirement à se détourner un peu de son activité et à délaisser partiellement ses dossiers parce qu'il fallait faire face à une situation de crise, ou encore un confrère qui rencontre des difficultés de santé particulières et qui, au-delà des indemnités journalières, va par exemple avoir besoin de faire aménager un logement,
d'acquérir un véhicule adapté, de faire aménager même, on a eu plusieurs cas récemment, son cabinet pour pouvoir poursuivre une activité professionnelle malgré un handicap qui est survenu et qui a perturbé son existence. Donc cette commission d'aide sociale qui va se réunir pour la première fois de la mandature à la fin de cette semaine traite un nombre important de dossiers et verse des aides qui peuvent être conséquentes. Il n'y a pas de véritable limite. C'est en fonction des situations, c'est en fonction de la justification qu'on en donne à cette commission qui, bien entendu, doit statuer sur des éléments concrets. Mais l'aide sociale est un élément extrêmement important et qui était aussi un de nos chevaux de bataille au moment où la disparition de notre caisse et de ces régimes était envisagée, parce que j'imaginais personnellement très mal, et je pense qu'on partageait tous ce souci, de voir un avocat qui peut-être va passer son temps à se battre contre des organismes de sécurité sociale pour le compte de ses clients, devoir aller supplier à la caisse d'allocation familiale ou à la CPAM pour qu'on lui donne une aide dans la mesure où il rencontre de grandes difficultés. Donc voilà le panorama que je voulais faire de notre caisse qui, je tiens à le dire, est assistée par environ 80 salariés dont je peux constater, puisque je suis élu depuis un peu plus de 20 ans, la qualité du travail et le dévouement. Nous avons véritablement une caisse qui est un très bel instrument au service de la profession et dans laquelle la dimension humaine est très importante. Deux dernières choses sur lesquelles je voudrais insister avant de laisser Monsieur Notte vous expliquer dans le détail le fonctionnement du régime. D'abord, la situation qui est faite à nos confrères féminines. Ça aussi, c'était un de nos chevaux de bataille au moment de la réforme. La Caisse nationale des barreaux français est la seule caisse de retraite dans laquelle une femme qui suspend son activité à raison de la maternité va se constituer exactement les mêmes droits que si elle avait exercé normalement son activité. Dans les autres caisses, il y a des systèmes d'équivalence. On leur accorde une partie de l'équivalent d'un trimestre, on leur accorde une somme, enfin un montant de cotisation théorique forfaitaire, mais nous sommes les seuls qui garantissons aux femmes qui suspendent leur activité au titre de la maternité l'équivalent d'une activité réelle en ce qui concerne la constitution des droits à retraite. Je tenais à le souligner. Dernier point qui est un point technique, peut-être que Monsieur Notte ou Monsieur Bourgeois y reviendront, mais je tiens à en parler. Monsieur Jérôme Niquet, qui est notre directeur informatique, et Monsieur Notte ont fait un travail remarquable ces dernières années pour rebâtir le site Internet de la Caisse. Ce site Internet, je vous invite chaque fois que vous vous posez une question à le visiter parce que non seulement vous y trouverez une documentation qui va répondre à l'essentiel de vos questions, mais surtout, vous y trouverez votre espace personnel. Cet espace personnel auquel vous pouvez accéder avec votre numéro CNBF et un code que vous allez créer au moment de votre première connexion, vous allez y trouver la photographie instantanée de votre situation. Qu'ai-je versé comme cotisation? Quelles sont, sur la base de mon revenu actuel, mes perspectives de retraite de base, mes perspectives de retraite complémentaire? Mais surtout, c'est un espace extrêmement interactif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y déclarer les revenus de votre exercice et instantanément générer un calcul mis à jour de vos cotisations. Vous allez aussi pouvoir y faire des simulations en disant, ben voilà, puisque pour l'instant, on a encore le choix, si je monte dans les classes de retraite complémentaire, qu'est-ce que ça génère comme cotisation complémentaire, mais en regard, qu'est-ce que ça me donnera comme droit à la retraite complémentaire? Bref, vous avez tous les outils possibles et imaginables. Et je me permets de vous engager, lorsque vous connaissez votre bénéfice, de déclarer le plus vite possible sur le site Internet de la Caisse votre revenu professionnel, de manière à ce que vos cotisations soient recalculées le plus rapidement possible. Vous savez que depuis quelque temps, nous fonctionnons sur un système où c'est la déclaration fiscale qui, en principe, est adressée à l'ensemble des organismes sociaux pour le calcul des cotisations. Nous constatons malheureusement que l'organisme qui en est chargé oublie certains de nos confrères et que pour certains, nous n'avons pas les déclarations et que nous ne les avons que très tardivement parce que les confrères se rendent compte
que leur revenu n'a pas été pris en charge et que si notamment il a été à la baisse, eh bien ils continuent à payer des cotisations au regard des revenus qui avaient été déclarés au cours des exercices précédents. Donc c'est un outil qui est véritablement très au point, c'est très intuitif et le directeur de la Caisse et le directeur juridique sont en train de retravailler à l'arborescence pour que ce soit encore plus intuitif. Donc le site internet de la Caisse est un outil à votre service et je vous invite à l'utiliser le mieux possible. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant que Gilles Notte nous présente comment acquérir des droits à la retraite et les liquides. Monsieur Gilles Notte. Merci, Madame le Bâtonnier, Mesdames, Messieurs. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, Monsieur le Président Zillik a dit l'essentiel de ce qui devait être dit sur les cotisations. Ce qui est important de comprendre, c'est que la retraite des avocats en France est constituée de deux régimes, un régime de base et un régime complémentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie d'abord que ce sont deux entités comptables et juridiques différentes. C'est-à-dire que lorsque vous cotisez au régime de base et lorsque vous cotisez au régime complémentaire, les sommes versées ne passent pas de l'un à l'autre et vice-versa. Autrement dit, il y a une totale autonomie de chacun des deux régimes gérés par votre caisse autonome. Le régime de retraite de base, c'est le premier régime qui a existé pour les avocats. C'est un régime forfaitaire puisque les cotisations essentiellement forfaitaires, droits de plaidoirie et cotisations forfaitaires, dont a parlé Monsieur le Président, permettent d'acquérir des droits qui eux-mêmes sont forfaitaires. Il y a une partie proportionnelle dans le financement de ce régime qui est versée à hauteur de 3,10% d'un revenu qui est plafonné à 297 000 € net annuels. Et il est vrai que les avocats qui versent d'importantes cotisations et les avocats qui versent de faibles cotisations, limitées à la partie forfaitaire, acquerront un droit identique dont le calcul sera fonction du nombre de trimestres cotisés entièrement, de sorte que s'opère, de par ce mode de financement et de ce calcul forfaitaire de prestations, eh bien une solidarité très forte au sein de votre profession, une solidarité qui existe de moins en moins dans le paysage des retraites, qui tend à devenir, dans l'histoire, de plus en plus contributif. Le régime de retraite de base permet d'acquérir des trimestres. Lorsque vient l'âge de la retraite, Monsieur Jérôme Bourgeois vous l'expliquera dans quelques instants, eh bien, le montant de celle-ci sera calculé en proportion du nombre de trimestres cotisés par rapport à un montant maximum que fixe chaque année l'Assemblée générale de la CNBF, c'est-à-dire vos confrères, pour une carrière complète. Elle est pour l'année 2023 de 18 299 € par an. Pour ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, apparu plus tard dans votre histoire, c'est vrai que vos anciens ont décidé de sa création en 1979 au regard du fait que d'autres professions avaient développé des régimes complémentaires, à commencer par les régimes de cadres, qui sont beaucoup plus anciens, et que permettaient d'avoir une pension de retraite bien meilleure que le seul régime de base. Ce régime de retraite complémentaire est financé par des cotisations qui sont proportionnelles aux bénéfices nets annuels. Elles sont calculées par l'application de taux différents en fonction de tranches de revenus. Et en plus, vous avez encore la possibilité jusqu'en 2029 de choisir de cotiser au-delà du minimum obligatoire afin d'acquérir plus de droits. Pourquoi? Eh bien parce que le régime de retraite complémentaire, comme la plupart des régimes complémentaires en France, est un régime par points. Autrement dit, lorsque vous versez des cotisations, vous acquérez des points qui seront liquidés à l'issue de votre carrière, puisqu'on additionnera le nombre de points acquis chaque année, lequel total de points sera converti en rente par application d'une valeur de service du point qui, elle également, est fixée
par l'Assemblée générale de la CNBF. Le nombre de points que vous acquérez chaque année dépend donc directement du montant des cotisations versées, puisqu'il est fixé par l'Assemblée générale un coût d'acquisition du point. Voilà comment fonctionne le régime complémentaire. Aujourd'hui, la valeur d'acquisition d'un point pour l'année 2023 est d'un peu plus de 11 € et sa valeur de service pour l'année 2023 est de 0,9815 €. Évidemment, c'est un rapport très favorable, quasiment unique dans le paysage des régimes de retraite complémentaires en France, qui va tendre à diminuer pour que le régime puisse être soutenu à long terme, mais qui restera de toute façon d'un rendement qui aujourd'hui d'environ 9%, eh bien sera à terme conduit à 7,5%, ce qui reste un rendement très important quand on connaît le niveau des taux actuellement. Le régime de retraite complémentaire, vous l'avez compris, est un régime donc contributif, et c'est par cet équilibre entre le régime de retraite de base, qui est un régime très solidaire, forfaitaire, et le régime complémentaire qui vient valoriser le niveau des contributions versées que va se calculer la retraite d'un avocat. C'est cet équilibre qu'a choisi votre profession pour qu'il y ait une solidarité au sein de la profession, mais pour qu'il y ait également un levier de valorisation de la retraite complémentaire en fonction de l'effort cotisant versé. Le calcul des cotisations, vous avez compris, bien entendu, est effectué au regard du montant des revenus nets déclarés chaque année. Comme pour l'ensemble des régimes de travailleurs indépendants et de professions libérales, elles sont calculées en début d'année sur la base du revenu de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu de l'année précédente est connu, c'est-à-dire aux alentours de juin-juillet, elles sont recalculées sur la base de ce dernier revenu, et enfin, l'année suivante, elles sont rétablies à titre définitif sur la base du montant de l'année d'exigibilité même. Autrement dit, en 2023, vos cotisations vous ont été notifiées sur la base d'un calcul à partir de votre bénéfice 2021. Elles seront recalculées en juin-juillet 2023 sur la base de votre bénéfice 2022 quand il nous aura été déclaré. Et enfin, en 2024, elles seront rétablies définitivement en proportion de votre revenu 2023. Voilà, cette situation relativement complexe puisqu'elle implique à minima 3 calculs successifs de cotisation permet d'ajuster, c'est du moins ce qui était l'esprit des textes qui ont mis en œuvre cette succession d'assiettes, d'ajuster votre revenu au plus près de vos bénéfices, vos cotisations au plus près de votre bénéfice réel. Donc, effectivement, c'est l'administration fiscale qui nous transmet vos revenus dès que vous les avez déclarés. Je dois dire que on arrive à un taux très bon de déclaration, puisqu'on est à plus de 90%, mais hélas, il se fait parfois que, soit parce qu'il y a eu un retard dans la déclaration fiscale, soit parce que les échanges électroniques, hein, vous doutez bien que ce ne sont pas des déclarations individuelles qui se sont faites, mais c'est un échange de données électroniques, eh bien, ont pu omettre certaines déclarations. Quoi qu'il en soit, il est toujours possible de déclarer soit par anticipation, soit pour rectifier une assiette précédemment enregistrée. Il est toujours possible de déclarer votre revenu sur l'espace personnel qui est accessible depuis notre site Internet, lequel doit être encore amélioré, y compris l'espace personnel, ce sur quoi nous travaillons actuellement. Voilà l'essentiel des cotisations du régime de base et du régime complémentaire. Bien entendu, les cotisations peuvent être versées par prélèvement automatique, soit en 2 fois, avril et octobre, soit en 7 mensualités d'avril à octobre, soit en 12 mensualités, ce qui permet de répartir la charge cotisante sur toute l'année, avec une possibilité de saisir un revenu estimé de l'année courante si vous constatez que votre bénéfice risque de chuter considérablement ou
au contraire d'augmenter fortement afin de répartir l'effet de cette évolution subite. Donc, il y a aujourd'hui une beaucoup plus grande ouverture que par le passé des possibilités déclaratives que vous avez pour ajuster vos cotisations. Monsieur le directeur, peut-être je me permets de vous interrompre. Une question pour revenir sur le régime complémentaire, que les confrères comprennent bien l'évolution à venir qui a été esquissée par le président Zilig, la possibilité d'arbitrer entre les classes. Pour l'instant, on a 4 classes avec la classe plus. La possibilité qui prendra fin au 1er janvier 2029, mais ce qui laisse la possibilité pendant les quelques années qui nous restent d'arbitrer entre la classe que l'on souhaite, la classe 1, la classe 3 plus la mieux dotée, en fonction de ses besoins de trésorerie. Ça fait partie de la bonne gestion qu'on peut avoir encore pendant 6 années de ce régime complémentaire. Quelques précisions peut-être. Oui, effectivement, nous avons encore un régime qui permet de cotiser un peu plus que le minimum, comme je l'indiquais tout à l'heure. Vous avez, on peut afficher le tableau des différentes classes de cotisation au régime complémentaire. Aujourd'hui, il y a effectivement 3 classes ouverte à la cotisation. La classe minimum qui est appelée C1, vous voyez, implique un taux de cotisation de 4,8% pour la première tranche de revenus, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui ont un revenu compris entre 1 euro et 42 500 euros, et les autres d'ailleurs sur cette première tranche paient à minima cette cotisation, ils peuvent, en choisissant la classe 2 ou 3, cotiser à 5,4 ou à 6%. Alors, c'est très simple, hein, j'ai expliqué tout à l'heure que le régime complémentaire est un régime à points et que par conséquent, les droits acquis dépendent du nombre de points acquis chaque année, lesquels sont directement proportionnels aux cotisations versées. Donc, très simplement, si vous choisissez un taux plus important, vous allez verser plus de cotisations et par conséquent acquérir plus de points. Ce qui est certain, c'est que ces classes vont progressivement disparaître puisque les pouvoirs publics ont imposé à la Caisse en 2015 une révision du régime complémentaire afin qu'il y ait une classe unique. C'est du moins l'objectif de cette réforme de 2014 mise en place à partir du 1er janvier 2015. Donc, entre-temps, eh bien, le coût d'acquisition d'un point évolue sensiblement, plus ou moins avec l'inflation, de sorte que plus le temps va passer et moins pour un même montant, vous acquérerez 2 points. Ça, c'est l'effet même de la progression du régime complémentaire dans la réforme qui a été mise en place et qui s'achèvera en 2029. Autrement dit, plus tôt vous cotisez à des taux supplémentaires, plus vous acquérez de points pour une somme identique. Voilà l'effet de classe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que très, très simplement, plus vous versez de cotisations, plus vous acquérez de points. Pardon, allez ne pas oublier l'option chaque année avant le 31 janvier pour les confrères qui veulent changer de classe, encore une fois, pendant les 5 années qui restent. Après quoi, ce ne sera plus possible. Avant le 31 janvier. Avant le 31 janvier. Et après, nous serons sur la classe 3, ce seront les taux de la classe 3 qui sera la classe unique. Voilà, c'est ça. Alors, il faut distinguer entre les avocats salariés et les avocats non salariés. Les avocats non salariés, en effet, ont chaque année jusqu'au 31 janvier pour modifier la classe à la hausse ou à la baisse, ce qui n'était pas possible par le passé dans les anciennes classes dites supplémentaires. Pour ce qui concerne les avocats salariés, ils doivent opter conjointement avec leur employeur au plus tard le 31 décembre de l'année, pour des raisons de mise en recouvrement et de calcul des cotisations des employeurs qui sont précomptées sur les salaires dès janvier. Il fallait avoir une règle différente.
Alors pour les avocats salariés, la règle est celle du droit commun puisque l'employeur prend en charge 60% des cotisations et 40% représente le précompte sur le salaire de l'avocat salarié, mais les droits sont identiques. Ils relèvent d'un même et unique régime de base, d'un même et unique régime complémentaire, quelle que soit l'évolution de leur statut au cours de leur carrière d'avocat. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Notte. On a effectivement quelques questions sur le régime de base, donc je suis désolée de revenir en arrière. Alors, d'une part, s'agissant du point, effectivement, il faut comprendre que la retraite de base et les 18 000 et quelques euros, dont certains considèrent qu'effectivement, ça n'est pas important, est nécessairement complété par le régime complémentaire. Donc ça, c'est le point obligatoire. On a deux choses. Effectivement, comme vous le disiez, dans le cadre de la réforme, c'est quand même le régime de base qui faisait qu'on était sur un régime égalitaire pour tous, quels que soient nos revenus. Et ça, c'est quelque chose qui est important et je pense que c'est quelque chose auquel on est excessivement attaché. Et puis, nous avons une deuxième question qui nous revient, qui est de savoir comment se calcule le montant de la retraite de base lorsqu'une partie de la carrière relève du régime général. Alors, je pense qu'on va revenir sur les modalités de calcul de la retraite de base. Il est bien évident que lorsque une carrière a évolué au sein de professions différentes, eh bien, la retraite sera versée par chacun des régimes globalement au prorata de la durée de chacune des activités concernées, surtout pour ce qui concerne le régime de retraite de base. 18 299 euros par an pour une carrière complète, c'est à la fois relativement peu pour certains d'entre vous et c'est beaucoup pour d'autres. C'est tout l'esprit d'un régime solidaire. C'est vrai que il faut que vous vous posiez la question de savoir combien d'argent vous devez mettre de côté durant toute votre carrière pour bénéficier à terme d'une rente viagère, c'est-à-dire jusqu'au décès, de 18 299 euros, complétée par une rente de réversion, nous y reviendrons, au bénéfice du ou des conjoints survivants alors nous versons les retraites pour ceux de vos confrères qui sont décédés récemment. La durée moyenne de versement d'une retraite est de 17 ans et à peu près autant pour une réversion. Donc, vous voyez que les sommes considérées sont très importantes. Donc la retraite de base reste importante au regard des cotisations versées, même si, à titre individuel, certains d'entre vous peuvent considérer, à juste titre, que c'est insuffisant, bien entendu. La particularité de la solidarité qu'implique ce régime de base forfaitaire, c'est aussi qu'elle vient corriger les disparités de revenus qui sont très grandes dans votre profession, et notamment entre hommes et femmes, ce qui est une des caractéristiques aussi du profil de votre profession, et en tout cas de l'évolution des revenus moyens et médians. Donc, effectivement, tout est relatif. Il faut bien analyser ce que représente ce montant de 18 299 euros. Pour ce qui concerne le régime complémentaire, comme vous l'avez compris, vous acquérez des points en fonction des cotisations versées. Donc, ce n'est pas tant la durée de cotisations qui importe que le montant des cotisations versées chaque année. On peut cotiser toute sa carrière au régime complémentaire et avoir une pension inférieure à celui qui aura cotisé pendant 10 ans à concurrence d'un plafond qui aujourd'hui est de 210 000 et quelques euros. Effectivement, c'est relatif. En tout cas, pour le régime complémentaire aussi, eh bien, lorsqu'une personne a cotisé dans plusieurs régimes, elle bénéficiera de plusieurs pensions en proportion du nombre de points acquis dans chaque régime. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On a encore d'autres questions. D'autres questions, puisque nous sommes en interactivité, bien évidemment, avec vous. Et puis, même, je vois que nous avons des avocats dans la salle. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondons en direct. Il y a une autre question qui est effectivement d'ordre général et qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'aborder ensuite.
et qui, je pense, va appeler des situations particulières. On vous demande de bien vouloir rappeler les règles sur l'impact des situations de multi-activités ou d'activités commerciales accessoires sur l'assiette des cotisations, notamment en cas de création d'une activité commerciale séparée de l'exercice d'avocat. Alors, l'assiette des cotisations, elle est très simplement définie, si je puis dire, par le Code de la Sécurité sociale, puisqu'il s'agit des revenus provenant de l'exercice de la profession d'avocat. Le revenu net provenant de l'exercice de la profession d'avocat constitue l'assiette des cotisations à la CNBF. Ceux de vos confrères, par exemple, qui sont enseignants et qui sont avocats, enseignants, je dirais, dans les universités essentiellement, eh bien, perçoivent un traitement d'enseignant qui est soumis à cotisation. Tout cela est totalement indépendant de leur activité d'avocat et par conséquent, pour eux, l'assiette des cotisations à la CNBF est constituée uniquement de leurs revenus nets provenant de l'exercice de la profession d'avocat sans qu'interfère leur activité, leur seconde activité. Eh bien, il en est de même si, pour ceux d'entre vous qui peuvent, dans certaines conditions, sous certaines conditions, avoir une activité commerciale, je pense également à la situation particulière que nous avons été amenés à suivre à plusieurs reprises, des avocats qui ont un revenu agricole. Puisque vous savez que le revenu agricole n'est pas tant lié à l'exercice d'une activité agricole qu'au fait d'être propriétaire terrien et de percevoir des revenus de ce fait. Et donc là aussi, contrairement à certaines règles qui concernent les autres régimes, l'avocat qui perçoit un revenu agricole va cotiser au régime agricole, je parle de la retraite bien sûr, sur son bénéfice agricole, ou plus exactement sur l'assiette définie par ce régime, et cotisera à la CNBF à partir de l'assiette de ses revenus uniquement provenant de l'activité d'avocat. Voilà les principes généraux. Alors après, vous avez des confrères qui, tout en étant essentiellement avocats, eh bien, font un peu de formation. S'ils perçoivent ces revenus en qualité de non salariés, si ce n'est pas un revenu salarié, eh bien, ils seront intégrés dans l'assiette des cotisations de la CNBF parce que tout simplement déclarés au titre de l'impôt sur le revenu parmi leurs revenus d'avocat. Donc la frontière peut être aussi un peu mouvante, ainsi que l'établit cet exemple. D'accord. Une autre question? Peut-être, alors il y a beaucoup de questions, hein, pardonnez-nous, on essaie de les suivre. Ça, alors on va essayer de rester quand même sur les thématiques. Rapidement, quelques questions qui sont posées. Alors quelqu'un nous demande, cotise-t-on lorsqu'on est en déficit? A priori, à minima sur le régime de base, sur la cotisation forfaitaire, monsieur? Oui, tout à fait. C'est vrai que la question tout à l'heure était posée de savoir ce que représentaient les 18 299 € de retraite de base forfaitaire. C'est vrai que on peut en bénéficier si on ne paye que les cotisations forfaitaires minimum toute sa carrière et si le revenu a été nul toute sa carrière, ce qui arrive pour certains d'entre vous pour des raisons diverses. Donc oui, on cotise à minima sur la base des forfaits au régime de base uniquement. Au régime complémentaire, pas de revenus, pas de cotisation et donc pas de points. Ce qui renvoie peut-être à une autre question alors qui n'a pas été posée mais qu'on entend souvent, c'est quid de l'omission de l'avocat? Tant qu'on n'est pas omis, on cotise. Alors oui, puisque le champ d'application personnelle des régimes de la caisse, c'est l'inscription ou non au barreau. Quelle que soit l'étendue, la réalité de l'activité dont nous n'avons pas, nous, CNBF, compétence, évidemment, pour nous prononcer sur ces éléments. Seul le barreau nous précise si tel ou tel d'entre vous est inscrit ou n'est plus inscrit, de sorte que les cotisations, dans ce cas, sont recalculé au prorata de la durée d'inscription au cours de l'année civile et donc les droits bien ramenés en conséquence au même prorata. Donc l'avocat omis ne cotise plus à la CNBF
à partir du jour de son omission. C'est quelque chose que les ordres ont en tête généralement, mais il y a vraiment des décisions qui sont prises lorsqu'il y a des demandes d'omission. On ajuste toujours la date de départ par rapport aux réalités financières du confrère qui souhaite cette omission. Deux dernières questions, puis pour pas trop couper le fil. Une qui rejoint un peu la question de l'omission, c'est celle de l'avocat qui a une activité à l'international. Prise en compte ou pas de ces revenus? Alors, là, la situation est complexe. Je vais essayer de résumer le plus possible. Ce serait un sujet en soi. Tout dépend, d'abord, si l'avocat, on va considérer que ne nous intéresse dans ce cadre que l'avocat qui reste inscrit à un barreau français, ou de la métropole ou des départements d'outre-mer. Puisque je rappelle que les anciens, ce qu'on appelait les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, Polynésie, etc., ne relèvent pas de la CNDF. Seuls les départements d'outre-mer sont dans le champ de compétences de la CNDF. Donc, les avocats qui restent inscrits à un barreau français sont affiliés à la CNDF et doivent y cotiser. Seuls ceux qui peuvent se prévaloir d'une situation d'expatriation dans un pays avec lequel il existe une convention internationale de sécurité sociale qui vise, selon la situation, le régime de salarié ou de non-salarié et qui prévoit un principe que l'on appelle le principe d'unicité de législation applicable, peuvent être dispensés de cotisation à la CNDF alors qu'ils sont toujours inscrits à un barreau français. Alors c'est le cas particulièrement des avocats qui sont expatriés au sein de l'Union européenne. Encore faut-il qu'ils attestent relever du régime de leur pays, en général de résidence ou du moins d'exercice principal, par la production d'un formulaire européen qui est le formulaire A1. Et sur production de ce formulaire, régulièrement, eh bien, ils seront dispensés de cotisation et donc d'affiliation à la CNDF. Donc, évidemment, ceux qui sont expatriés mais qui restent affiliés à la CNDF ne paieront en général que la partie forfaitaire des cotisations du régime de base, puisque, sauf à ce que fiscalement, ils soient toujours assujettis à l'impôt sur le revenu en France au titre de leur revenu d'avocat, eh bien, n'ayant plus de revenus, ils n'ont plus d'assiette et par conséquent plus de cotisations au régime de retraite complémentaire. Une dernière question et après on reprendra le fil et ne vous inquiétez pas, on prend toutes les questions mais on va essayer de conserver le rythme de la présentation. Néanmoins, c'est la question des plafonds de cotisation. Finalement, on cotise un certain montant. Bien comprendre il faut bien comprendre que on a deux plafonds différents. C'est donc on a un régime de base et un régime complémentaire. Je vous laisse peut-être les préciser, Monsieur Notte. Oui, pour le régime de retraite de base, le plafond est de 297 000 € net annuels. Donc les cotisations, la partie proportionnelle des cotisations ainsi que la contribution équivalente au droit de plaidoirie pour ceux d'entre vous qui l'a payé, eh bien, sont calculées à hauteur sur vos revenus dans la limite de ce plafond. Pour le régime de retraite complémentaire, le plafond est inférieur puisque il est actuellement de 212 535 €. Donc, seuls vos revenus à concurrence de ce montant sont soumis à cotisation. Au-delà, eh bien, il n'y a pas de cotisation, même à titre volontaire, bien entendu. Pas de cotisation et donc pas de droit, ce qu'il faut bien comprendre, sur le régime complémentaire. On ne paye plus, mais on ne gagne plus. Je vous redonne la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Monsieur Jérôme Bourgeois, vous êtes directeur opérationnel de la Caisse et vous allez nous présenter l'ouverture des droits à la retraite. Comment fonctionne, comment on ouvre ces droits à la retraite? Exactement, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant évoquer effectivement les dispositions et règles actuelles en matière de retraite. Alors en préambule, si je vais trop vite ou si certains points vous paraissent peu clairs, n'hésitez pas à le signifier dans le fil de discussion. Comme ça, on pourra y revenir un peu plus en détail. Concernant l'ouverture des droits à la retraite, alors ça peut sembler une remarque simpliste, mais la retraite n'est pas versée automatiquement. Pour ce faire, il doit y avoir donc une demande qui doit être formulée.
Cette demande doit être formulée à titre personnel. Seul le titulaire des droits peut faire valoir ses droits à la retraite. Ce que l'on vous conseille, c'est de la faire au plus tôt dans les 4 mois précédant la date d'effet souhaitée de votre pension. Cette demande peut être formulée par écrit directement à l'adresse de la CNBF. Elle peut être également formulée par mail. Nous avons une adresse mail dédiée au niveau du pôle retraite qui s'appelle donc maretraite@cnbf.fr. Je le préciserai dans la slide. Je crois que le support de toute façon de présentation sera mis à disposition. Vous pouvez également formuler cette demande de retraite via le site Info Retraite, sur lequel figure un formulaire de demande unique en ligne qui vous permet de formuler votre demande de retraite auprès de l'ensemble des régimes dont vous avez relevé. Et cette demande est transmise ensuite automatiquement à vos différents régimes de retraite. Bien sûr, pour pouvoir bénéficier de sa retraite, il faut une condition d'âge et une condition de durée d'assurance. Ce que l'on peut voir. Oui. Pardon de vous interrompre, j'insiste sur ce point. En fait, il n'y a qu'une seule condition pour bénéficier de sa retraite, c'est la condition d'âge. Une seule condition. 62 ans aujourd'hui, 64 ans demain. Ensuite, la condition de durée d'assurance, elle va impacter le calcul de la retraite. Autrement dit, vous pouvez partir à 62 ans, si vous avez cotisé 5 ans, parce que vous avez élevé vos enfants, par exemple, et vous n'avez relevé d'aucun régime. Et par contre, évidemment, la durée d'assurance va être prise en compte pour calculer votre pension, ainsi que Monsieur Bourgeois va vous le rappeler. Mais la durée d'assurance n'est pas une condition pour bénéficier de la retraite. Hein, il faut bien le préciser. C'est bien la crainte, d'ailleurs, de ceux qui critiquent fortement l'actuelle réforme, c'est que l'âge augmentant, la durée d'assurance augmentant, le montant des pensions risque en moyenne de diminuer. Sachant, monsieur le directeur, que vous pouvez nous préciser l'âge moyen de départ à la retraite pour les avocats? Oui, il était en 2021 de 65,4 ans. C'est ça, c'est important pour nous avec cette réforme des 64 ans. Oui, autrement dit, une grande majorité de vos confrères font liquider leurs droits après 64 ans, voire largement après 65, effectivement. Est-ce que je peux me permettre aussi de poser une autre question? Lorsque l'on a cotisé à d'autres régimes durant notre carrière, est-ce qu'on fait une seule demande de liquidation de retraite auprès de la CNBF ou est-ce qu'on fait une demande multiple auprès des différents régimes? Alors, il y a 2 possibilités, soit formuler une demande unique sur le site de l'Info Retraite, via le formulaire de demande unique en ligne. Comme je le disais, cette demande sera ensuite redistribuée, on va dire de façon dématérialisée auprès des différents régimes de retraite. Sinon, il y a une demande à faire par régime d'affiliation. La CNBF ne transmet pas, en tant que régime autonome, la demande auprès des autres régimes. Une caisse de retraite ne peut pas formuler une demande au nom d'un affilié. Donc ça, c'est vraiment un point important à retenir. C'est-à-dire que quand on est avocat, on a souvent eu, peut-être à un moment donné de sa carrière, peut-être une affiliation au régime général pour tous les exemples que vous avez pu donner. Et donc, effectivement, bien faire attention à se dire que là, aujourd'hui, on parle effectivement de l'affiliation CNBF en notre qualité d'avocat et effectivement ayant exercé comme avocat, mais on a pu avoir d'autres vies, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, entre guillemets, il va falloir que individuellement, nous allions faire les demandes auprès de chacune des caisses avec effectivement les points que vous rappeliez sur l'anticipation pour l'ouverture des droits, savoir que ça prend un certain temps de prise en compte. Donc, bien faire attention si on envisage de partir à la retraite, de faire sa demande en anticipation pour pouvoir bénéficier au plus vite du versement de la pension.
Oui, j'ajoute simplement qu'il faut bien avoir en tête aussi qu'il n'y a pas de transfert de droits d'une caisse à l'autre. Autrement dit, lorsqu'on a exercé plusieurs activités, on a été salarié dans une entreprise, puis on a été fonctionnaire, puis on a été avocat, eh bien, les droits à pension restent cantonnés dans chaque régime, d'où la nécessité de faire liquider chacune des retraites. Voilà, avec ce dispositif maintenant du GIP Info Retraite qui permet de faire une seule demande en fournissant les justificatifs, de sorte que toutes les caisses vont pouvoir s'y référer et non pas, comme encore récemment, chacune demander les mêmes justificatifs X fois. Pour l'anecdote, il n'y a que 2 situations dans lesquelles où il peut y avoir un transfert de droits acquis de la CNBF ou d'autres d'ailleurs régimes vers un nouveau régime. C'est le cas des avocats qui deviennent fonctionnaires des communautés européennes, où là un dispositif a été mis en place par la Commission pour que les droits soient reconcentrés dans le régime des communautés européennes, et pour les avocats devenus magistrats, puisqu'un décret de 1983 puis de 1997 organise le transfert des droits pour ceux qui en font le choix à la chancellerie, de sorte que l'avocat devenu magistrat puisse avoir un traitement de retraite pour une carrière complète de magistrat. Monsieur Bourgeois. Oui. Je vous ai affiché ici les conditions d'âge et de durée d'assurance telles qu'elles existent actuellement, bien entendu. Donc, le mieux, c'est peut-être de faire un petit point sur la réforme qui est actuellement en cours de discussion. Vous voyez l'évolution, voilà, de ces conditions d'âge et du durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite sans minoration, comme l'a dit Monsieur le directeur. Donc, on voit en tout cas sur ce graphique, enfin sur ce tableau, pardon, la progressivité du recul de l'âge de départ pour les générations nées à compter de septembre 61 jusqu'en 67, puis un âge de départ à 64 ans pour les générations suivantes, donc à partir de la génération 68. Si je pouvais me permettre peut-être de revenir quelques instants sur ce tableau qui est effectivement extrêmement intéressant, pour noter, et vous l'aviez indiqué, qu'effectivement, l'âge moyen de départ à la retraite est plus tard que cette fameuse barre des 64 ans prévue par la réforme, et que donc on a peut-être, entre guillemets, un effet relatif nous concernant de manière particulière. En revanche, sur le nombre de trimestres, alors déjà, le nombre de trimestres, c'est pas quelque chose qui est nouveau, parce que c'est quelque chose qui existait déjà, c'est 172 trimestres, donc on y était déjà fixé, mais que sur les générations les plus jeunes, cela peut avoir quand même un impact non négligeable sur ces 172 trimestres, puisque je crois, sauf erreur de ma part, qu'on a une entrée dans la profession génération, je crois 2020, assez tardif, puisqu'on est à peu près sur 30 ans d'âge d'entrée dans la profession. Donc, si on va sur ces fameux 172 trimestres, je crois qu'on atteint plus de 73 ans. Et là, tout de suite, je dis attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on travaille jusqu'à 73 ans, parce qu'il y a une autre disposition du projet de réforme dont on pourrait bénéficier, à savoir le départ à 67 ans sans décote. Ça veut donc dire que on n'aurait pas à attendre 73 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, mais dès 67 ans, pouvoir le faire. Et attention là aussi, cela impliquerait que l'on n'ait pas eu d'autres trimestres acquis dans d'autres régimes, le cas échéant, puisqu'on pourrait partir avec ces 172 trimestres, certainement avant également. C'est bien ça. Pour déterminer le taux de service d'une pension, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur le mode de calcul, sur la façon dont sont calculées la retraite du régime de base et celle du régime complémentaire à la CNBF. Pour justement déterminer le taux de service d'une pension, on va considérer les trimestres acquis dans l'ensemble des régimes de retraite.
Donc on parle là de la durée d'assurance, tout régime confondu. Donc effectivement, 172 trimestres, ce n'est pas forcément 172 trimestres acquis à la CNBF, mais ça peut être 160 trimestres acquis à la CNBF, plus 12 trimestres acquis dans un autre régime, par exemple. Je passe maintenant à la validation des trimestres à la CNBF dans les conditions actuelles. Il y a deux types de trimestres. On va d'abord parler des trimestres cotisés. Pour l'avocat libéral, un trimestre est validé dès lors qu'il est intégralement cotisé. Voilà, lorsqu'il y a une affiliation, une inscription au barreau, d'office, une affiliation à la CNBF se fait, et donc des cotisations sont appelées dès le premier jour de cette affiliation-là. Il est bien important de noter qu'un trimestre sera validé donc s'il est intégralement cotisé, c'est-à-dire voilà une cotisation versée du 1er janvier au 31 mars, par exemple, pour valider le premier trimestre d'une année civile. Pour l'avocat salarié, un trimestre est validé par période de 90 jours d'activité, avec un trimestre supplémentaire validé pour tout reliquat de 60 jours. On a également des trimestres assimilés. Dès lors que un avocat va percevoir des indemnités journalières, par exemple, 90 jours d'indemnisation va lui permettre de valider un trimestre, 60 jours d'indemnisation pour un avocat salarié. Dès lors qu'il rentre en invalidité permanente, l'avocat libéral bénéficiera d'un trimestre de validation pour 90 jours d'indemnisation au titre de l'invalidité. Alors pour l'avocat salarié, la rente invalidité est versée par la caisse primaire d'assurance maladie, mais les droits à retraite sont validés par la CNBF. Il y a également les trimestres validés au titre du chômage. Donc 50 jours d'indemnisation au titre du chômage va permettre la validation d'un trimestre. Et puis l'aide aux chômeurs à la création d'entreprise. L'aide à la création d'entreprise est validée comme de l'activité libérale. C'est-à-dire qu'un trimestre va être validé dès lors qu'il est intégralement couvert par la perception de l'ACRE. Si je peux me permettre. Pardon, juste une précision pour les périodes de chômage. Il s'agit des périodes de chômage qui sont intervenues durant la carrière d'avocat. Ça concerne essentiellement, bien évidemment, ceux qui étaient salariés et qui ont acquis en tant qu'avocat salarié des droits à indemnisation au chômage. Donc ces périodes sont prises en compte en application de règles qui sont quasiment identiques à celles qui existent dans le régime général. Ensuite, sur les indemnités de chômage, sont perçues des cotisations prélevées par l'UNEDIC et qui, étant reversées ensuite à la CNBF, donne lieu à la validation de points de retraite complémentaires. Justement, sur l'ACRE, en disant que c'est effectivement validé comme activité libérale, on a quand même de nombreux confrères, notamment lorsqu'ils débutent leur exercice et jeunes collaborateurs qui vont bénéficier de ce dispositif de l'ACRE. Donc, finalement, ce dispositif va permettre d'engendrer des droits supplémentaires? Alors oui, puisque le bénéfice de l'ACRE dispense des cotisations. Autrement dit, il n'y a aucune cotisation versée à la CNBF, qu'il s'agisse du régime de base ou du régime complémentaire, mais pour le régime de base au moins, des droits sont attribués en contrepartie selon les modalités qui vous ont été précisées. Donc effectivement, pendant les périodes de bénéfice de l'ACRE, on bénéficie des trimestres comme si l'on avait cotisé, d'où le fait qu'ils sont considérés comme des trimestres assimilés. Merci pour cette précision. D'autres trimestres dits assimilés sont les trimestres validés au titre du service national. 90 jours de service national permet la validation d'un trimestre. Un reliquat d'ailleurs de 60 jours
dans l'année civile permet la validation d'un trimestre supplémentaire. Alors, ce qu'il est important de noter, c'est que le régime compétent pour pouvoir valider cette période de service national est le régime qui intervient en premier lieu après la période militaire. Donc, en cas d'affiliation simultanée également à plusieurs régimes, c'est le régime dans lequel l'avocat a la plus longue affiliation qui sera compétent pour valider cette période de service national. Le dernier type de trimestre assimilé sont les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants. La législation actuelle permet la validation de 8 trimestres par enfant à raison de 4 trimestres de majoration pour maternité et 4 trimestres de majoration pour éducation. Pour pouvoir en bénéficier, chaque parent doit justifier d'au moins 8 trimestres dans un régime obligatoire de retraite de l'EEE ou de la Suisse. Il est très important de noter que le régime général des salariés est prioritairement compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance pour enfants en cas d'affiliation à ce régime, et ce, quelle que soit la période d'affiliation. Si l'enfant est né pendant une période d'avocat, mais que antérieurement, il y a eu par exemple un travail d'étudiant qui relève de la compétence du régime général, c'est le régime général qui va procéder à la validation des trimestres pour enfants. Et donc concrètement, alors on va dire, je prends ma situation personnelle, j'ai 2 enfants, donc potentiellement je calcule 16 trimestres. Je fais la demande à qui et surtout à quel moment? Alors, tout dépend de quand sont nés vos enfants. Pour les enfants nés à compter de 2010, il peut y avoir un partage maintenant des trimestres de majoration d'éducation seulement. Les trimestres de maternité sont systématiquement attribués à la mère. Il peut y avoir ce partage des trimestres d'éducation, d'un commun accord avec chaque parent. Donc la répartition peut se faire 3 trimestres pour le père, plus un trimestre pour la mère, 2-2, 0-1, 0-4, 3-1. La demande doit être exprimée auprès de la caisse de retraite dont vous dépendez dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l'enfant. À défaut de choix, dans la période indiquée, les trimestres reviendront systématiquement à la mère. La validation définitive des trimestres pour enfants, qu'ils soient de maternité ou éducation, viendra au moment de la liquidation des droits à la retraite. Beaucoup de questions sur les enfants, ce qui est normal. Alors une question, c'est dans les slides et je réponds aux questions pour ceux qui nous interrogent. Oui, les slides seront diffusés et il y aura une FAQ qui sera mise à jour. Toutes les questions que vous posez, si vous ne trouvez pas la réponse dans la présentation que vous faites aujourd'hui, nous y répondrons par écrit dans le cadre d'une foire aux questions. Quid des enfants handicapés? Est-ce qu'il y a des majorations au titre d'enfants handicapés? Oui, il y a des majorations au titre des enfants handicapés à raison de 1 trimestre pour 30 mois de perception de l'AES et son complément. Alors, il y a aussi des questions sur l'articulation entre, lorsqu'on a des enfants, les trimestres enfants, l'articulation entre le régime général et le régime de la CNBF. Comment ça fonctionne? Vous pouvez peut-être nous éclairer sur ce sujet. Dès lors qu'il y a eu une affiliation auprès du régime général des salariés, ce sera ce régime-là qui sera compétent pour valider les trimestres pour enfants. Voilà, s'il s'agit de faire valider les trimestres de durée d'assurance pour enfants dès à présent, cela peut être fait auprès du régime général des salariés. En revanche, au niveau de la CNBF, une mère qui aurait uniquement son activité à la CNBF sans avoir eu une autre activité par ailleurs, peut déjà demander à faire valoir à faire régulariser ces trimestres pour enfants auprès de notre régime. Cela étant bien noté que la validation définitive, encore une fois, n'interviendra qu'au moment de la liquidation des droits, puisque la situation, la carrière peut changer entre le moment où on régularise la situation et le moment où on liquide les droits à la retraite. Alors, je reste sur l'auditoire, il y a plein de questions qui sont diffusées. Vraiment, j'insiste, on vous enverra. Posez vos questions, mais on répondra pas à toutes à présent. Peut-être une question
sur un autre sujet, mais qui concerne beaucoup de confrères, c'est la séparation. Est-ce qu'on distingue en cas de parents séparés? Est-ce qu'il y a une spécificité à retenir ou pas? Alors là, il me faudrait une petite précision sur la question. Ce qui est possible, pour les enfants nés à compter de 2010, comme je l'indiquais, c'est un partage des trimestres de majoration pour éducation, mais d'un commun accord entre le père et la mère. À défaut d'accord, ces trimestres sont systématiquement attribués à la mère. Et la demande devra être faite dans les 4 années qui suivent la naissance de l'enfant. Alors, dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l'enfant. Dans les 6 mois suivant le Voilà. 4e, comme quoi il faut être très précis. Je pense que pour les questions, on peut peut-être poursuivre, mais voilà, beaucoup de questions sur les enfants. Ah, intéressant. Si vous ne disposez pas de suffisamment de trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite sans minoration, il peut être intéressant de racheter des trimestres. Il y a 2 types de rachat de trimestres. Un rachat avec l'option 1, un rachat avec l'option 2. Alors, je vais vous mettre brièvement le montant de chaque type de rachat. Pour l'option 1, il va permettre d'atténuer, voire de supprimer la minoration qui serait appliquée sur votre pension dans le cas où la durée d'assurance requise ne serait pas atteinte à la date d'effet souhaitée de votre retraite. L'option 2, qui est dont le coût est plus onéreux, permet à la fois d'atténuer cette minoration, mais également de vous permettre d'acquérir des trimestres supplémentaires qui viendront donc compléter le montant de votre pension. Il y a 2 types de périodes rachetables. Les années civiles incomplètes, donc ce sont les années pour lesquelles vous n'avez pas validé 4 trimestres dans l'année, et les années d'études supérieures qui vont donner lieu à l'obtention d'un diplôme. Les trimestres d'études sont rachetables à la CNBF uniquement si c'est la CNBF qui est le premier régime d'affiliation après l'obtention du dernier diplôme. Donc là encore, il y a des règles de compétence, à l'instar de ce qu'on avait vu tout à l'heure pour la validation des trimestres de service national, par exemple. Différents types de départ à la retraite. La retraite avec cessation d'activité. Cette dernière est actée par la démission du barreau. Et la date d'effet de la pension est fixée au plus tôt, au premier jour du trimestre civil qui suit la démission du barreau, sous réserve de remplir les conditions que l'on a vues précédemment. Il est donc fortement conseillé de démissionner le dernier jour d'un trimestre civil pour vous permettre de valider ce dernier trimestre d'activité. J'aurais bien aimé effectivement que vous puissiez nous expliquer plus concrètement les démarches véritablement à accomplir. Et puis, puisqu'on parle du dernier diplôme, est-ce que le CAPA est considéré comme un diplôme? Et donc, pour savoir si c'est le cas échéant peut-être auprès de vous ou auprès d'autres, qu'il faut se prévaloir de cet éventuel rachat de trimestre. Oui, alors pour toute demande de rachat de trimestre, il est nécessaire de nous en faire la demande par écrit. Nos conseillers retraite constitueront avec vous un dossier d'étude de demande de rachat. Le conseiller retraite permettra de déterminer si la CNBF est compétente ou non en matière de rachat. Et oui, le CAPA est considéré comme un diplôme qui peut justifier éventuellement la compétence de la CNBF comme comme premier régime d'affiliation après l'obtention de ce diplôme. Okay. Donc en fait, si on prête serment immédiatement après avoir obtenu le CAPA et qu'on n'a pas eu de période d'emploi qui aurait permis de cotiser à un autre régime, c'est auprès de vous qu'on se retourne pour tenter de racheter des trimestres. Exactement. Si je puis me permettre pour le rachat, il faut bien comprendre que lorsqu'on liquide une retraite, en fait, on procède par 2 étapes. La première, alors à considérer d'abord que l'étape préalable est celle d'avoir atteint l'âge minimum requis. Donc ça, c'est clair, tout le monde le comprend. J'ai atteint tel âge, je peux, avec quelque bon espoir, demander la liquidation de mes droits à retraite. La première étape qui va nous permettre de calculer le montant de la pension, c'est de voir si on a atteint la durée d'assurance qui va soit
imposer une décote, c'est-à-dire j'ai pas cotisé assez longtemps par rapport à ce que prévoient les textes, et donc ma retraite va être amputée d'un pourcentage de diminution, et ce à titre définitif, ou bien si j'ai cotisé au-delà de la durée d'assurance, eh bien, je vais avoir une retraite qui sera majorée par une surcote. Très bien. Donc, première étape, durée d'assurance pour savoir quel pourcentage, soit 0, soit moins, soit plus, de quel pourcentage je vais affecter le montant de ma pension. Et la deuxième étape, c'est tout simplement de regarder combien de temps j'ai cotisé à la CNBF, puisqu'il s'agit aujourd'hui évidemment de définir quel est le calcul de la pension CNBF. Donc, vous voyez qu'il y a deux étapes. Bien. Pour ce qui concerne le rachat, eh bien, il y a deux options dont chacune correspond à ces deux étapes. Autrement dit, je peux très bien racheter des trimestres pour faire en sorte que l'on n'applique pas sur ma pension une décote. Je sais que je demande ma retraite à tel âge, que j'ai une durée d'assurance qui est inférieure à celle au-delà de laquelle je n'ai plus de décote, et par conséquent, je vais racheter autant de trimestres nécessaires pour m'éviter l'application d'une décote sur ma pension. Ça, c'est l'option 1. Deuxième option, non seulement je vais racheter des trimestres afin qu'ils m'évitent une décote, mais en plus, je vais les racheter afin qu'ils soient intégrés dans le calcul de ma pension. Puisque je peux très bien acheter des trimestres pour qu'ils rentrent dans le calcul des trimestres, tout régime confondu, pour m'éviter une décote. Mais si, en plus, je peux racheter ces trimestres pour qu'ils aient un effet comme s'ils avaient été effectivement cotisés à la CNBF. Et là, je suis sur la deuxième étape de calcul de ma retraite. Autrement dit, j'aurai une retraite plus importante parce que je serai considéré comme ayant cotisé plus longtemps à la CNBF, mais en plus, je n'aurai pas de décote, évidemment, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui explique pourquoi le rachat sur l'option 1, c'est-à-dire juste pour éviter une décote, évidemment, est d'un coût moins élevé que l'option 2, qui va bonifier le montant de ma pension CNBF. Ce qui veut dire que pour savoir s'il est intéressant ou non de racheter, eh bien, on ne peut pas donner une réponse comme ça à la cantonade parce que chaque cas est différent. Il faut bien regarder ce qu'il en est des droits acquis, quelles seront les conséquences d'un rachat, quel sera le coût du rachat. Donc c'est vraiment une étude individuelle que font nos conseillers retraite, sachant qu'on peut tout à fait instruire une demande de rachat et que s'il s'avère que c'est trop coûteux ou pas intéressant ou que les conséquences paraissent disproportionnées pour celui qui fait la demande, on abandonne la demande de rachat. Il y a quand même deux remarque à faire sur le rachat. La première, c'est que aujourd'hui le barème de rachat tel qu'il est prévu par les textes est un barème un peu ancien et je pense que dans cette période d'inflation relativement importante, il sera révisé. Donc autrement dit, c'est vrai que pour l'instant, le barème n'a pas varié depuis des années, je crois depuis 2013 il me semble, mais il risque d'augmenter fortement dans les prochains mois, du moins prochaines années. Ça, c'est une remarque qui est évidente. La deuxième remarque, c'est que le rachat, vous savez, ça fonctionne comme selon des principes assurantiels. C'est-à-dire que plus vous rachetez près de l'âge de la retraite, plus le coût est élevé. C'est-à-dire que comme si vous payiez votre assurance contre l'incendie la veille d'être certain d'avoir un sinistre incendie. En fait, c'est ça, c'est ce que les assureurs appellent, les actuaires, le risque d'anti-sélection. C'est-à-dire que le risque va se réaliser. Donc, plus vous rachetez jeune, moins c'est cher. Je rajouterais également que lors de l'étude d'une demande de rachat, bien entendu, le conseiller retraite estime vos droits avec et sans rachat.
il les estime avec un rachat en option 1, un rachat en option 2, voilà, avec plusieurs possibilités de rachat. À noter que le nombre de trimestres rachetables est limité à 12 et que le rachat est déductible aussi pour partie du revenu imposable. Vous avez répondu à justement beaucoup de questions sur ces deux sujets que vous venez d'aborder. Un, donc l'évolution de la valeur, enfin du prix de rachat en fonction de son âge. Donc c'est vraiment quelque chose à considérer assez tôt, mais parce que certains trouvent le prix important, cette déductibilité qui est essentielle dans le raisonnement que l'on mène. Et une question posée au rachat des droits de base ou des droits de la complémentaire. Est-ce que cette question a... Alors, on ne rachète que des trimestres, il n'y a pas de rachat de points du régime complémentaire. On est sur du trimestre. On peut peut-être poursuivre. Une petite digression, il y a aussi des interrogations, et autant dissiper tout de suite tout malentendu en termes de gouvernance. Certains s'interrogent sur la gouvernance de la Caisse qui a été abordée par le président. La gouvernance, alors je n'ai plus les pourcentages en ce qui concerne le conseil d'administration de répartition hommes-femmes, mais sachez que le bureau est composé à 50% d'hommes et à 50% de femmes, donc la profession est bien représentée dans sa diversité de genre. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Je vais maintenant passer aux différents types de départ à la retraite, en commençant par la retraite avec cessation d'activité, qui est actée donc par la démission du barreau. La date d'effet de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la démission du barreau, sous réserve d'en remplir les conditions. Il est donc fortement conseillé de demander sa démission le dernier jour d'un trimestre civil pour que le dernier trimestre d'activité soit validé. Et également la retraite avec poursuite d'activité, ou autrement dit le cumul emploi-retraite. Selon la législation actuelle, pour en bénéficier, 2 conditions cumulatives sont requises, donc justifier du taux plein, que ce soit par la durée d'assurance ou par l'âge, et justifier de la liquidation de l'ensemble de ces autres pensions. Quel que soit d'ailleurs le montant potentiel de cette autre pension. Avoir eu un job d'étudiant, voilà, même pour un tout petit montant, vous ouvre des droits à la retraite au régime général, et donc il est important, enfin il est même primordial de faire liquider également cette retraite-là, aussi minime soit-elle, pour pouvoir remplir cette condition de liquider l'ensemble des régimes de retraite. Depuis le 1er janvier 2015, la liquidation d'un premier régime de base neutralise les droits acquis dans l'ensemble des régimes de retraite, d'où l'importance de faire liquider ces droits à la même date d'effet. Et bien entendu, l'avocat, dans les conditions actuelles, qui liquide ses droits au titre de la retraite active, reste soumis à ses obligations déclaratives et de cotisation. Il y a également le départ à la retraite avant l'âge légal, donc le dispositif des carrières longues, qui lui donc permet de bénéficier de ses droits à la retraite avant l'âge légal de la retraite, donc avant 62 ans actuellement. Pour pouvoir en bénéficier, il s'agit de justifier d'une durée d'assurance de début d'activité que vous voyez maintenant affichée dans le tableau suivant, ainsi que d'une durée d'assurance cotisée. Passons maintenant au calcul de la pension. Alors, quelques petits. Voilà, le curseur est très sensible. Pour le régime de base, le calcul est le suivant. Donc, on va prendre le barème de la retraite entière, qui est de 18 299 € brut en 2023, qu'on multiplie par le nombre de trimestres acquis à la CNBF sur la durée d'assurance requise selon l'année de naissance. Au montant obtenu, on va appliquer un taux de service, donc avec une minoration ou une majoration selon les cas. Pour le régime complémentaire, le mode de calcul est plus simple. On va déterminer donc le nombre de points que vous avez acquis à la date d'effet de votre pension et on multiplie par la valeur de service du point, donc 0,9815 en 2023, qu'on multiplie là encore uniquement donc par un taux de service qui, lui, ne peut être qu'une minoration. Il n'y a pas de majoration sur le régime complémentaire.
la majoration au niveau du taux de service de la pension, elle est de 1,25% sur la retraite de base uniquement pour tout trimestre cotisé au-delà de l'âge légal et de la durée d'assurance requise. La minoration, quant à elle, est de 1,25% par trimestre manquant, dans la limite de 25%. Et elle est appliquée sur la pension, à la fois la pension du régime de base et la pension du régime complémentaire. Alors, à noter, selon le projet de la réforme en cours, on a un recul de l'âge légal de la retraite à 64 ans, mais un maintien de l'âge légal du taux plein à 67 ans. Donc, vous voyez que cette minoration qui peut être, voilà, cette minoration maximale de 25%, peut être amenée à 15% si la minoration par trimestre manquant reste de 1,25%. Mais là, seuls les décrets d'application de la réforme pourront nous l'affirmer. Je passe maintenant brièvement aux précomptes sociaux puisque l'heure tourne. Voilà, donc la retraite fait l'objet donc de précomptes donc à hauteur de 9,10%, 7,40, 4,30 ou 0%. Donc il s'agit là des prélèvements CSG, CRDS, CASA qui sont applicables en fonction donc de l'imposition de l'avocat. Quelques hypothèses de montant de pension à titre indicatif pour une carrière complète à la CNBF avec une hypothèse d'un revenu constant de 30 000 euros. Le montant estimé de la pension mensuelle sera de 2 090 euros en classe 3 avec une option en ayant opté pour l'option classe 3 du régime complémentaire et 2 977 euros en classe 1. Pour un revenu constant de 60 000 euros, avec une adhésion en classe 1 du régime complémentaire, le montant moyen serait de 2 675 euros brut et 2 960 pour une pension en classe 3. Et pour l'hypothèse d'un revenu constant de 100 000 euros, voilà, le montant de la retraite versée serait de 3 905 euros pour une adhésion en classe 1 et 4 528 pour une adhésion en classe 3. Si je peux me permettre, c'est quand même intéressant ce chiffrage. Alors c'est pour une pension de retraite versée aujourd'hui. Bien évidemment, on ne peut pas savoir quel sera son montant si on n'est pas encore à la retraite. En revanche, ça peut également aussi permettre de se poser la question si on veut, selon ses capacités, selon ses besoins, eh bien compléter cette retraite obligatoire servie par la CNBF par d'autres dispositifs assurantiels, individuels, et donc effectivement faire son affaire personnelle de savoir comment on financera sa retraite en fonction aussi de ses besoins et de sa capacité financière. Oui, bien sûr, là il s'agit vraiment de cas d'école. N'hésitez pas à utiliser le simulateur qui est mis à votre disposition dans votre espace personnel. Voilà que vous pouvez d'ailleurs manier assez librement en faisant varier les revenus projetés ainsi que l'adhésion en classe du régime complémentaire. Et effectivement, pour préciser, c'est vraiment à titre d'illustration. Normalement, il aurait fallu, si on voulait quelque chose de plus précis, tel que le simulateur pourra vous le donner, ça impliquerait une évolution des revenus, etc. Là, on a vraiment schématisé pour vous donner juste une idée de ce que pourrait être la pension, effectivement, comme on l'indiquait, à un revenu constant. Donc, c'est vraiment à titre illustratif et à vous renvoyer vers votre simulateur. Et bien comprendre que, et vous le voyez dans l'exemple qui vous est donné, le régime de base, ça ne change pas. Dès lors qu'on est sur une carrière complète, on sera toujours ISO, hein, ce sera le même montant de pension qu'on aura à l'arrivée. La variable est vraiment au niveau de la retraite complémentaire, d'où l'importance de faire jusqu'à encore quelques années ce choix entre les différentes classes qui permet donc d'augmenter la pension à l'arrivée. Mais tout est affaire de la retraite, quelque chose qui est juste peut-être rappelé. La retraite, ça se prépare tôt. Il faut vraiment l'anticiper tôt et en fonction de, bien entendu, de ses revenus, faire les choix d'arbitrage entre, donc c'est possible, le régime complémentaire, un investissement dans l'immobilier, des titres dans de la pierre papier. Enfin bref, c'est pas la caisse est un régime obligatoire, mais c'est un élément dans la préparation de sa retraite.
Je vais peut-être conclure sur cette présentation par la pension de réversion très rapidement. La pension de réversion, c'est donc la pension qui est versée au décès du titulaire des droits de la pension. Pour le régime de base, elle est égale à 50% du montant de la pension qui a été versée. Pour le régime complémentaire, 60%. Condition de durée de mariage dans les deux régimes de 5 ans minimum, qui est levée si un enfant au moins est issu du mariage. Pour le régime complémentaire, il y a aussi une condition d'âge qui n'existe pas pour le régime de base, qui est de 55 ans, mais là aussi, cette condition est levée si un enfant au moins est issu du mariage. Une précision en cas de pluralité de conjoints, lorsqu'il y a eu mariage et divorce successifs, eh bien, chaque ex-conjoint bénéficie de la pension de réversion au prorata de la durée du mariage. Voilà ce que l'on peut dire, en précisant qu'il y a des droits particuliers pour les orphelins. Là, je vous renvoie aux documents qu'on mettra à votre disposition, en précisant également que la pension de réversion, contrairement à la grande majorité des autres régimes, est liquidée sans condition de ressources. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous pouvions expliquer de la situation des retraites et réversion dans les deux régimes de base et complémentaires. Merci beaucoup. Tout simplement maintenant l'impact de la réforme en cours de discussion. Vincent Morel et Kathleen Modat. 3 nouvelles dispositions, donc la retraite progressive, les nouvelles conditions du cumul emploi de retraite. Nous vous écoutons sur ce point et nous reviendrons tout à l'heure sur les 10% qui, sur le chat, nous sommes beaucoup interpellés sur ces dispositions. Beaucoup de questions sur le sujet. Alors, mais peut-être avant d'aborder l'aspect de la réforme, ça participe à l'esprit qui entoure la réforme, c'est des questions sur est-ce que la CNBF peut faire faillite, des questions qui tournent autour de la bonne gestion de la caisse. Non, la CNBF ne peut pas faire faillite. On va tout de suite tuer. Non, elle ne peut pas. On rassure tout le monde. On rassure tout le monde. C'est une gestion fine qui est faite avec l'aide d'actuaires, le conseil d'administration, j'en parlais tout à l'heure, avec le bureau et l'assemblée générale de la caisse qui se réunit chaque année. Chaque année, on refait des calculs en fonction des entrées, des sorties, des hausses de pension, des hausses de cotisation, de sorte à repousser l'échéance de ce que l'on appelle l'assèchement entre guillemets des réserves, du moment où on devra aller taper dans les réserves, si vous me permettez l'expression, pour compenser la diminution des actifs. Mais on est à des échéances très lointaines. Et chaque année, on repousse cette échéance. Donc, avant qu'on arrive à la fin du régime, je pense qu'aucun d'entre nous ne le verra si ça arrive un jour. Donc, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et nous avons des retraites d'un montant très important. On parle de milliards, que ce soit le régime de base, le régime complémentaire, les deux régimes étant scindés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien prendre en compte. Et on a une caisse qui est aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas été, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas, on va pas revenir sur tout l'esprit de la réforme de 2019 qu'on a refusé, mais aussi parce que la question est posée. Sachez qu'on a une caisse qui n'en est pas moins solidaire vis-à-vis des autres professions, car chaque année, notre caisse abonde des régimes déficitaires. Je pense aux artisans commerçants, je pense aux agriculteurs. Donc en cela, on a une caisse qui est vraiment et le régime général, mais le focus allant sur ces régimes, ce qui n'est pas normal. Il y a avec le temps, beaucoup d'entre nous, les parents agriculteurs, donc voilà. Donc c'est l'évolution de la société qui est parfaitement acceptée par la caisse, mais qui ne nous met pas du tout en danger. Voilà. Donc une caisse solidaire, bien gérée, équilibrée et avec une vision à long terme. Sur les projets, ça a été évoqué durant la discussion. Par fine touche, mais peut-être faire un focus sur la question également posée, est-ce qu'on peut prendre les retraites anticipées? Donc on l'a vu, il y a des histoires de minoration, de majoration, mais dans le projet, ce qui est intéressant, c'est l'introduction de la possibilité ce qu'on appelle la retraite progressive. Alors il faut savoir que la retraite progressive existe aujourd'hui, mais elle est cantonnée à 23 000 salariés, donc c'est quelque chose qui est vraiment très peu connu et très peu utilisé. Donc la volonté du gouvernement, suivant cela par le Parlement jusqu'à présent, est d'élargir cette retraite progressive à toutes les catégories salariés, fonctionnaires et professions indépendantes, donc les avocats.
Mais c'est quelque chose sur lequel donc on travaille au niveau de la Caisse, on travaille au niveau du CNB, car c'est des conditions telles qu'annoncées à ce stade, parce que tout sera complété par décret, bien entendu, donc on a des informations relativement parcellaires. Mais l'idée est de permettre à des affiliés de partir un peu plus tôt à la retraite, sous réserve donc de bénéficier un peu plus tôt, pardon, de leur droit à la retraite, sous réserve de passer en temps partiel et d'avoir un revenu minimal. Ce revenu minimal aujourd'hui représente 50% du plafond de la sécurité sociale, donc maximal, pardon, un revenu maximal, pardon, de 50% du plafond de la sécurité sociale, c'est 22 000 euros. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui concernera un nombre relativement restreint de confrères. Je vous rappelle, le régime de base, c'est 18 299 euros. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, en fait, on a quelque chose qui nous a annoncé, sur lequel on travaille, mais est-ce que ce sera vraiment efficient pour les confrères à suivre? Et le CNB réfléchit à demander, si jamais cette mesure était confirmée, à demander peut-être un relèvement de ce plafond pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Oui, puisqu'en fait, comme tu le disais, Vincent, ces 22 000 euros, ce serait tout compris, c'est-à-dire le revenu d'activité plus le revenu versé au titre de la pension. Exactement. C'est-à-dire, on cumulerait les deux revenus et on regarderait si on est à moins de 22 000 euros, dans quel cas on aurait la possibilité de mettre en place ce mécanisme de retraite progressive. Oui, puisque concrètement, au vu de la marge qu'on aurait, à savoir infime, se poserait véritablement la question, du fait de ce plafond qui serait extrêmement bas, d'empêcher finalement les avocats de pouvoir en bénéficier uniquement parce que, entre guillemets, on a réussi à avoir un système de retraite qui permet un certain montant de pension. Donc ça, effectivement, c'est un point sur lequel le CNB sera extrêmement attentif au moment, puisque ces montants seront fixés par décret. Et donc, si la réforme devait passer, effectivement, veiller à ce qu'on puisse porter la voix des avocats et permettre, en tout cas, s'agissant du régime des avocats, qu'on puisse bénéficier d'un plafond plus haut pour concrètement pouvoir bénéficier de ce régime de retraite progressive qui pourrait, en tout cas, intéresser un certain nombre de confrères. Et puis, il y a un autre dispositif également que la retraite progressive, qui est le cumul emploi-retraite. Alors, ce cumul emploi-retraite, il existe déjà, on en a parlé tout à l'heure, il existe au sein de notre régime, mais à aujourd'hui, il ne nous permet pas d'acquérir de nouveaux droits. Et donc, demain, dans le cadre de cette réforme, on pourrait en venir effectivement à acquérir des droits supplémentaires pour cette partie d'activité que l'on aurait alors que l'on aurait déjà liquidé la retraite. C'est un point qui est non négligeable puisqu'aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 30% de confrères qui liquident leurs droits à retraite mais continuent une part d'activité et donc qui continuent leur activité dans ce cadre de cumul emploi-retraite. Donc là aussi, c'est un point qui, on ne sait pas encore quelle sera l'évolution, parce qu'on a une évolution d'âge aussi, donc mine de rien, on aura peut-être moins de confrères intéressés. Mais on tenait aussi quand même à évoquer ce point et à attirer votre attention sur cette possibilité qui permettra d'acquérir cette fois-ci de nouveaux droits. Exactement. Et là aussi, donc la CNBF, le CNB travaille de concert et à suivre cette possibilité qui est offerte par le projet de loi, sachant que ça risque néanmoins en l'état, si les premières lectures qu'on en a se confirment, ça risque d'être limité car ce serait des droits acquis sur le régime de base uniquement. Donc ça limite d'un point de vue pratique les conséquences de ce cumul emploi, mais néanmoins ce serait quelque chose plutôt à l'avantage des indépendants. Enfin, troisième mesure, et donc on vous en avait parlé, vous avez beaucoup de questions dans le chat, donc effectivement on y revient, on vous l'avait promis, sur cette fameuse majoration de 10% de retraite pour 3 enfants et plus. Alors, on y revient, mais en étant, et là je vais me tourner vers monsieur le directeur, vers monsieur Bourgeois, parce que quelle précision peut-on apporter? C'est un régime qui existe déjà, qui va donc être proposé aux indépendants, mais à ce stade, on n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est l'objet, une fois encore, d'une demande faite par
par la profession, parce qu'à la base, on ne devait pas entrer dans ce mécanisme. Hein, c'était les professions libérales. En fait, de manière bizarre, de manière assez surprenante, le législateur avait pensé aux indépendants dans leur globalité, ceux qui étaient à la CNAVPL, mais avait oublié les avocats. D'où la réaction de la CNBF et de la Caisse et les avocats. Donc, on a obtenu de rentrer dans ce dispositif, mais on n'a pas à ce stade d'informations, beaucoup plus d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Hein. C'est pas uniquement les mamans, c'est aussi les papas. C'est vraiment tous les parents qui sont concernés. Et ensuite, on attend donc des décrets. Est-ce qu'on parle de l'adoption? On ne sait pas encore comment cela marcherait. L'enfant du conjoint. Alors, il faut que ce soit définitivement adopté. Et puis, donc, est-ce par exemple pour les couples, les familles recomposées, est-ce qu'on peut faire rentrer dans le calcul de ces droits les enfants issus les enfants de notre nouveau conjoint? Enfin, il y a plein de questions qui se posent auxquelles nous n'avons pas encore les réponses. Sachez que là aussi, bien entendu, on suit cette évolution de très près et vous en serez informé via la CNBF et via le CNB. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, monsieur le directeur. Non, si ce n'est que vous avez tout dit, non, et que la mesure, de toute façon, n'entrera en vigueur qu'au bénéfice des pensions qui seront liquidées à partir du 1er octobre 2023. Oui, il n'y a pas de révision rétroactive des pensions déjà en cours de service pour celles et ceux qui ont eu 3 enfants. Et peut-être. Vas-y, Cathy. Non, pardonnez-moi, parce qu'effectivement, c'était une question, donc merci d'y avoir répondu et d'avoir anticipé. C'était effectivement une des questions qui était posée, notamment sur le cumul ou sur la retraite progressive. Vous nous confirmez que de toute façon, si les confrères voulaient bénéficier de ce dispositif dans les nouvelles, des dispositifs dans les nouvelles conditions, cela implique que la liquidation de retraite se fasse postérieurement à cette date du 1er octobre. Oui, tout à fait. Oui. Et une dernière précision à date de ce que l'on sait de cette possibilité qui serait offerte aux avocats, c'est 10% à compter du 3e enfant avec des majorations au-delà de 5%, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur le directeur, vous me regardez. Oui, pardonnez-moi, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a une majoration de 10% du montant de la pension calculée pour tous les avocats et avocates qui ont eu 3 enfants. Et il me semble avoir dit qu'il y avait plus 5% ensuite par enfant supplémentaire. Ah non. Non, j'ai mal lu. Non. Bon, pour l'instant, nous regarderons à nouveau. Nous n'avons pas, mais c'est vrai que le texte peut évoluer, de même que la date d'entrée en vigueur du texte peut aussi évoluer. Hein, même si, en général, le législateur est très réservé pour prévoir une rétroactivité sur tout ce type de dispositif. Peut-être une petite précision également, hein, cette majoration de 10% serait calculée sur la retraite de base uniquement. Il nous reste quelques petites minutes, juste les 2 points de vigilance qu'on a notés au niveau du CNB. Marie-Émilie, si tu veux dire. Tout à fait. Si vous voulez, déjà, nous allons attendre le résultat de la commission mixte paritaire qui se déroule en ce moment et voir si un texte est donc approuvé et ressort de cette commission mixte paritaire. Mais sachez que il y a 2 points de vigilance sur lesquels le Conseil national des barreaux et la CNBF vont être particulièrement attentifs. C'est d'une part le sort des pensions de réversion. Monsieur le directeur, Gilles Notte en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, elle n'est soumise à aucun plafond de ressources. Or, il serait question de généraliser le principe d'un plafond de ressources. Donc, nous allons être extrêmement vigilants sur ce point. Et puis, le point aussi qui est essentiel pour nous, sachez-le, c'est l'annonce d'une réforme sur l'assiette sociale des travailleurs indépendants qui concernerait l'assiette donc des cotisations retraite, mais plus généralement toutes les cotisations sociales. Il inclut CSG, CRDS. Donc, nous savons qu'il y a des discussions actuellement qui se tiennent à Bercy. Et sachez que nous, élus, nous allons être particulièrement vigilants. Nous connaissons le poids des cotisations sociales sur notre profession et d'une manière générale sur les professionnels libéraux. Et donc, nous entendons être extrêmement attentifs à cela et de supprimer d'ailleurs l'impôt sur l'impôt qui était qu'on pouvait remarquer au sein de nos propres cotisations sociales. Voilà. Donc, ce sont des points de vigilance
sur lequel nous sommes très attentifs et toujours sur la brèche. Sachez qu'il nous reste quelques minutes exclusivement pour remercier l'ensemble de nos intervenants, de vous dire que c'est un vrai plaisir, un véritable plaisir que de travailler avec le président, le directeur général, le directeur opérationnel et le vice-président de la CNBF qui participent d'une manière générale au sein de la commission protection sociale aux travaux du Conseil national des barreaux. Et c'est essentiel parce que nous travaillons là encore en profession unie et vous savez combien cela nous tient à cœur dans l'intérêt de nos avocats. De nous remercier Vincent Morel qui a la double casquette aujourd'hui puisqu'il est également élu du Conseil national des barreaux, bien évidemment la coprésidente de la commission protection sociale, Kathleen Moda. Sachez que le support, parce que la question nous est posée, le support de présentation va être mis en ligne sur le site du Conseil national des barreaux et j'imagine, Monsieur le Président, également sur le site de la CNBF. Il sera extrêmement utile et nous avons d'ores et déjà prévu de vous rédiger une foire aux questions, une FAQ, pour les questions auxquelles nous n'avons pas été en mesure de répondre pour des raisons de temps. C'est vrai que notre format de 2 heures est parfait, mais que nous aurions pu aussi y passer la journée si nous avions dû répondre à l'intégralité de vos questions. Donc, vraiment de chaleureux remerciements et de vous dire que tous les élus de la CNBF, mais aussi bien évidemment les élus du Conseil national des barreaux se tiennent à votre entière disposition pour représenter l'intérêt des avocats au sein des pouvoirs publics et bien évidemment aussi pour assurer la défense des intérêts de notre profession parce que je crois que nous pouvons nous féliciter de tous les travaux qui ont été faits par nos prédécesseurs et par la constance de notre profession dans la gestion de son régime de retraite. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, posez-les sur le chat et donc ils vont être intégrés dans la foire, les réponses dans la foire aux questions, qui est tout simplement aussi, et en dernier lieu, de vous remercier à vous tous, puisque vous étiez plus de 550 à nous suivre en direct pendant cette matinée. Nous avons testé une nouvelle forme de webinaire, et donc je me permets de remercier aussi les techniciens, et puis de remercier tous les permanents du Conseil national des barreaux. Il y en a dans cette salle, qui travaillent à la direction juridique, mais également aussi aux affaires publiques, parce que ils sont essentiels pour nous assister, nous élus, dans, là encore, de la défense des intérêts de notre profession. Merci à tous. Et donc, hormis si Kathleen a un petit mot à rajouter. Juste que pour suivre la réforme, on a aussi un onglet sur le site. Oui, tout à fait. Donc pour vous donner les suites et les issues ou pas. Et puis qu'il y aura on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui sera cette fois-ci plutôt consacré à la protection sociale des collaborateurs et ce sera en juin. La date reste à fixer, mais voilà. N'hésitez pas à nous suivre encore. Merci encore. Et donc merci à tous. Au revoir et puis excellente journée.